comme au bon vieux temps. Nous n'avons jamais cessé de l'être. Je t'exposerai et je te ferai mordre la poussière. C'est quoi votre nom? Quelle importance? J'aime bien connaître le nom des gens que je m'apprête à tuer. Un jour, tu m'as demandé de travailler pour toi. Maintenant, je veux que tu travailles pour moi. Suivez-moi de près. Vous êtes pas un touriste. Vous étiez juste dans les pays baltes. Si tu veux attirer son attention, fous le bordel. T'as pas perdu. Chief of Station, chef de réseau, analyse et explication complète du film. Voici des analyses et explications détaillées du film Chief of Station, 2024, développé à partir des informations fournies et enrichies d'observations internes sur la construction narrative et thématique de l'œuvre. Le film Chief of Station s'ouvre sur une idée narrative puissante, la vie ordinaire d'un ancien espion brutalement anéanti par un événement traumatique. Ben Malloy, interprété par Aaron Eckhart, incarne cette figure classique de l'agent retraité dont le passé le rattrape violemment. Le décès de sa femme, présenté comme un accident, constitue le point de départ non seulement de l'intrigue, mais aussi d'une déconstruction personnelle. Le film établit dès les premières minutes un contrat avec le spectateur, il s'agira d'une quête de vérité teintée de vengeance, plongeant dans les eaux troubles du monde du renseignement. L'un des axes d'analyse centrale du film réside dans son traitement de la trahison. Celle-ci n'est pas seulement institutionnelle ou géopolitique, elle est profondément intime et corrosive. Ben Malloy découvre que son épouse, Farah, elle-même agent, menait une double vie et lui cachait des opérations clandestines. Cette révélation transforme la quête initiale de justice en une crise existentielle où la mémoire même du mariage devient un territoire miné de mensonges. Le film explore ainsi l'idée que dans l'espionnage, la frontière entre la vie professionnelle et la vie privée est une illusion dangereuse. La thématique de la confiance est systématiquement malmenée tout au long du récit. L'allié de longue date, John Branca, Alex Pettyfer, se révèle être un traître corrompu, vendant des secrets à des réseaux criminels. Cet arc narratif, bien que prévisible, sert à illustrer le monde de miroirs déformants évoqué dans les critiques, un univers où la loyauté est une monnaie d'échange et où toute relation est susceptible d'être une transaction. Le film peine cependant à donner une épaisseur psychologique à cette trahison,
la réduisant souvent à un simple moteur de l'intrigue. L'arrivée de Kristina Kowerski, jouée par Olga Kurilenko, introduit une dynamique d'alliance forcée typique du genre. L'agent russe, initialement adversaire, devient une partenaire improbable. Le film tente, à travers ce duo, d'explorer la nuance et la possibilité de loyauté qui transcendent les affiliations étatiques traditionnelles. Cependant, comme noté, le personnage de Kristina est sous-développé et son introduction tardive l'empêche de devenir autre chose qu'un catalyseur d'action et une source d'exposition. D'un point de vue stylistique, Chief of Station adopte une esthétique sombre et glaciale, utilisant la ville de Budapest comme un personnage à part entière. L'architecture imposante, les rues pavées et le fleuve Danube fournissent une toile de fond visuelle qui évoque l'histoire et les intrigues passées de la guerre froide. Cette ambiance pesante cherche à renforcer l'isolement et la paranoïa du protagoniste. Néanmoins, ce choix photographique, souvent dans des teintes bleutées et grises, contribue parfois à une certaine monotonie visuelle et peut nuire à la clarté des séquences d'action nocturnes. Les scènes d'action du film reflètent un paradoxe. Elles sont censées être le cœur battant du thriller, mais elles sont fréquemment citées comme un point faible. Les combats au corps à corps manquent de l'inventivité et de la chorégraphie précise qui définissent les standards modernes du genre, comme dans la saga John Wick. Les séquences de poursuite et de fusillade souffrent d'un montage parfois haché qui dissimule plus qu'il ne sublime l'action, donnant une impression de maladresse plutôt que de tension maîtrisée. La performance d'Aaron Eckhart est l'un des piliers du film. L'acteur apporte une crédibilité physique et une lassitude gravée dans le visage qui conviennent au rôle de l'ancien espion hanté. Il incarne un homme dont la compétence professionnelle refait surface à travers une douleur personnelle aiguë. Toutefois, le scénario ne lui offre pas toujours la profondeur nécessaire. Son personnage reste souvent en surface, réagissant aux événements sans véritable voyage intérieur, le maintenant dans un registre d'intensité constante qui frôle parfois le pilote automatique évoqué par les critiques. Le personnage de John Branca, tel que joué par Alex Pettyfer, représente le versant le plus faible de la distribution. La duplicité du personnage est annoncée de manière si évidente dès son introduction que toute révélation ultérieure perd son impact. Sa corruption semble moins motivée par une idéologie ou une faiblesse humaine complexe que par une nécessité narrative de fournir un antagoniste au sein de l'agence. Cette approche affaiblit le thème de la trahison, la rendant mécanique plutôt que tragique. La structure narrative de Chief of Station suit un schéma extrêmement linéaire et conventionnel. Chaque découverte de Ben Malloy le conduit directement à la suivante, dans une succession de confrontations et de révélations qui ne laissent que peu de place au suspense ou aux fausses pistes complexes. Cette linéarité renforce l'impression d'un scénario générique, où les éléments s'emboîtent avec une prévisibilité qui peut lasser les spectateurs avertis du genre. Le film tente également d'introduire une dimension géopolitique contemporaine, évoquant des réseaux criminels transnationaux et la vente de secrets d'État. Cependant, cette ambition reste en surface. Les motivations des antagonistes, au-delà de l'avidité financière, sont peu explorées. Le film échoue à créer un écosystème crédible de menaces, reposant sur des méchants stéréotypés dont la principale caractéristique est une ineptie martiale commode pour les besoins du scénario. L'utilisation des flashbacks pour dépeindre la relation entre Ben et Farah est un procédé crucial pour tenter d'injecter une charge émotionnelle. Ces moments montrent un bonheur conjugal qui contraste violemment avec le présent désillusionné du héros. Ils servent à rappeler ce qui a été perdu et à rendre tangible le secret qui a corrompu cette relation. Pourtant, ces séquences restent trop brèves et trop idylliques pour véritablement approfondir le personnage de Farah ou la complexité de leur mariage, la cantonnant à son rôle de catalyseur. La relation entre Ben et Kristina évolue selon une trajectoire attendue. La méfiance initiale cède progressivement place au respect, puis à une alliance tactique et une lueur de connexion personnelle. Le film esquisse la possibilité d'une romance, mais ne s'y engage pas pleinement, restant focalisé sur la mission. Cette dynamique, bien que non exploitée à fond, offre quelques-uns des moments les plus subtils du film, où le dialogue sous-entendu et les regards en disent plus que les actions. La réalisation de Jesse V. Johnson, spécialiste du cinéma d'action direct-to-vidéo, se ressent dans l'approche économique et efficace du film. L'accent est mis sur l'avancée de l'intrigue et les moments clés d'action, parfois au détriment du rythme et de la construction d'une atmosphère plus palpante. Le film alterne entre des phases de investigation lente et des explosions soudaines de violence, créant un flux parfois irrégulier qui nuit à la tension cumulative. La bande-son et le score musical méritent une mention pour leur rôle dans la tentative de création d'une ambiance. La musique opère dans un registre typique du thriller, avec des basses inquiétantes et des crescendos pendant les scènes d'action. Elle cherche à compenser, par l'immersion sonore, certains des défauts visuels ou narratifs, en soutenant constamment le ton grave et urgent du récit. D'un point de vue comparatif,
Chief of Station évoque inévitablement des films comme Taken pour son motif de vengeance familiale, mais il en diffère par son héros qui n'est pas un père protecteur mais un veuf en deuil cherchant à comprendre plutôt qu'à simplement punir. La comparaison avec John Wick est également tentante, mais là où Wick plonge dans un monde mythologique et stylisé, Malwa évolue dans un cadre réaliste et bureaucratique, où la violence est plus brute et moins chorégraphiée. La résolution du film suit la tradition du genre, une confrontation finale où le héros affronte le traître principal et démantèle, au moins partiellement, le réseau criminel. Cette conclusion offre une catharsis violente et une forme de justice, mais elle laisse délibérément des questions en suspens concernant l'ampleur réelle de la corruption et l'avenir personnel de Ben. Cette fin ouverte suggère une possible suite, tout en reflétant l'idée que dans le monde de l'espionnage, une victoire totale est illusoire. La réception critique négative du film souligne un décalage entre les attentes du genre contemporain et ce que propose Chief of Station. À une époque où des séries comme Slow Horse ou des films comme Tinker Tailor Soldier Spy ont élevé la barre en matière de complexité narrative et de nuances psychologiques dans le thriller d'espionnage, un film reposant sur des archétypes aussi directs peut paraître anachronique. Pour le public, le film peut fonctionner comme un divertissement passable, notamment pour ceux qui apprécient Aaron Eckhart et recherchent un film d'action sans prétention. Son rythme et sa simplicité narrative peuvent être perçus comme des qualités pour un visionnage détendu, là où d'autres y verront un manque d'ambition et de sophistication. En conclusion, Chief of Station est une œuvre qui illustre les limites du formulaire appliqué sans inspiration majeure. Il remplit les codes fondamentaux du thriller d'espionnage, un héros blessé, une conspiration, des trahisons, des séquences d'action mais sans parvenir à les transcender ou à leur insuffler une identité propre. Son analyse révèle un projet où la compétence technique et le jeu des acteurs principaux sont entravés par un scénario prévisible et une réalisation qui manque de panache. Le film reste donc une curiosité pour les amateurs du genre ou les admirateurs de son casting, mais il ne marquera probablement pas l'histoire du cinéma d'espionnage, se contentant d'en occuper une niche modeste et éphémère. Le film Chief of Station déploie son intrigue sur fond d'une Budapest labyrinthique, où chaque rue sombre et chaque bâtiment historique semble receler un fragment de vérité ou un nouveau mensonge. L'utilisation de la ville n'est pas qu'un simple décor pittoresque, elle devient le reflet concret de l'esprit tourmenté de Ben Malwa, un homme qui erre dans un paysage aussi méconnaissable que le passé de sa défunte épouse. Les scènes d'ouverture, montrant une vie conjugale paisible, sont rapidement balayées par l'explosion destructrice qui agit comme un point de non-retour, plongeant le protagoniste dans un abîme de doute. Cette séquence introductive établit un contraste saisissant entre la stabilité apparente et le chaos sous-jacent, thème qui sera exploré tout au long du récit. La mort de Farah Malwa n'est pas traitée comme un simple MacGuffin, mais comme une énigme personnelle qui fissure l'identité même de Ben. En enquêtant, il découvre que sa femme, agent comme lui, menait des opérations parallèles non autorisées, s'aventurant dans des territoires obscurs sans son savoir. Cette trahison intime est peut-être la plus douloureuse, car elle remet en cause non seulement sa compétence professionnelle, mais aussi la authenticité de leur vie commune. Le film utilise habilement des flashbacks épars, des détails anodins qui prennent rétrospectivement un sens sinistre, pour construire cette sensation d'avoir été aveugle dans son propre foyer. Le parcours de Ben Malwa le ramène dans les arcanes du monde du renseignement, un univers qu'il avait quitté pour une vie normale. Ce retour n'est pas triomphal, mais empreint d'une lassitude résignée. Chaque ancien contact, chaque source réactivée, lui rappelle le prix de cette vie d'ombre. Le film peint la CIA et les agences parallèles non comme des organisations tout-puissantes, mais comme des bureaucraties rongées par la méfiance et les intérêts personnels, où l'information est une monnaie plus précieuse que la loyauté. Cette représentation s'éloigne du mythe de l'espion omnipotent pour montrer un système fatigué et corrompu. L'introduction du personnage de John Branca, interprété par Alex Pettyfer, sert de catalyseur à la thématique de la corruption institutionnelle. Présenté d'abord comme un frère d'armes, un partenaire de longue date, sa trahison est révélée par paliers. Cependant, le film pèche par excès de prévisibilité dans le traitement de ce personnage. Ses motivations semblent se résumer à une cupidité basique, sans les nuances qui feraient de lui un adversaire vraiment mémorable. Sa chute morale est davantage un mécanisme de l'intrigue qu'une étude de caractère approfondie, ce qui affaiblit l'impact dramatique de sa confrontation finale avec Malwa. C'est avec l'arrivée de Kristina Kowerski, l'agent russe interprété par Olga Kurilenko, que le film tente d'insuffler une dynamique nouvelle. Son entrée en scène, tardive mais fracassante, brise le schéma duel entre Ben et son ancienne agence. Elle incarne un pont fragile entre deux mondes ennemis, prouvant que les loyautés peuvent se redéfinir en dehors des drapeaux. Malheureusement, le scénario ne lui accorde pas la profondeur nécessaire. Son passé, ses motivations propres restent esquissées, la cantonnant souvent au rôle de compétente auxiliaire ou de miroir pratique pour les révélations du héros.
La relation entre Ben et Christina évolue selon une courbe classique mais efficace. La méfiance initiale cède peu à peu la place à un respect professionnel, puis à une alliance tactique teintée d'une empathie naissante. Leur dialogue, souvent économe en mots, laisse transparaître une reconnaissance mutuelle de leur condition d'être usés par le métier. Le film évite de forcer une romance explicite, préférant suggérer une connexion née du partage du danger et d'une solitude commune, ce qui ajoute une touche de subtilité bienvenue dans un récit par ailleurs assez direct. Sur le plan esthétique, le choix de Budapest comme principal décor est une décision à double tranchant. D'un côté, la ville offre une atmosphère unique, mêlant grandeur impériale et mélancolie post-communiste, parfaite pour un thriller géopolitique. Les plans larges sur le Danube, le Parlement éclairé, ou les ruelles du quartier de Buda créent une sensation d'immersion et d'exotisme. De l'autre, la photographie, souvent plongée dans des tons bleus froids et des contrastes marqués, peut générer une certaine monotonie visuelle et rendre parfois confuses les scènes d'action se déroulant de nuit ou dans des intérieurs sombres. Les séquences d'action, censées être les points d'orgue du film, révèlent les limites budgétaires et créatives du projet. Les combats au corps à corps manquent de l'inventivité chorégraphique et de la brutalité réaliste qui caractérisent les standards contemporains. On note une tendance à privilégier le montage serré et les changements de plans rapides, peut-être pour masquer les lacunes dans l'exécution physique, ce qui a pour effet de diminuer la clarté et l'impact des confrontations. Les scènes de fusillade et de poursuite en voiture, bien que fonctionnelles, manquent d'envergure et de tension cinématographique mémorable. La performance d'Aaron Eckhart demeure l'élément le plus solide du film. L'acteur incarne avec conviction la fatigue physique et morale d'un homme poussé à ses limites. Son visage buriné et son regard perçant traduisent à la fois la douleur, la détermination et une certaine désillusion. Il parvient à donner de la crédibilité à des répliques qui pourraient sembler convenues, et son aura physique apporte un poids tangible aux scènes de confrontation. Cependant, on peut regretter que le scénario ne lui offre pas davantage de moments d'introspection profonde ou de vulnérabilité qui auraient pu enrichir son personnage au-delà de l'archétype de l'agent blessé. La structure narrative de Chief of Station suit un cheminement linéaire assez rigide, où chaque indice découvert par Ben le mène directement au suivant, sans véritable fausse piste ou retournement surprenant. Cette linéarité peut être rassurante pour un public cherchant un divertissement simple, mais elle prive le film de la complexité et du suspense qui font les grands thrillers d'espionnage. L'intrigue semble parfois se dérouler comme une checklist. Confrontation avec un informateur, découverte d'un document compromettant, affrontement avec des hommes de main, révélation progressive de la trahison. La bande originale, composée de nappes électroniques tendues et de percussions pulsatives, joue un rôle crucial dans la tentative de maintenir une tension constante. Elle comble habilement les silences, souligne les découvertes et accentue le sentiment de paranoïa. Cependant, comme beaucoup d'éléments du film, elle reste dans un registre très attendu du genre, sans signature musicale distinctive qui permettrait de l'identifier. Elle remplit son office de manière efficace mais discrète, sans jamais s'imposer comme un élément narratif à part entière. Le traitement des antagonistes secondaires et du réseau criminel au cœur du complot constitue l'un des points faibles les plus manifestes. Ces personnages sont esquissés à grands traits, souvent réduits à des silhouettes menaçantes sans histoire ni motivation convaincante. Leur ineptie relative, évoquée par certains critiques qui notent que les méchants tirent mal, sert principalement à faciliter la progression du héros, mais elle sape la crédibilité de la menace et diminue d'autant les enjeux des confrontations. Le film tente néanmoins d'aborder des questions géopolitiques contemporaines, comme la marchandisation des secrets d'État et la collusion entre certains éléments des services et le crime organisé transnational. Cette toile de fond modernise quelque peu le cadre traditionnel de la guerre froide, mais elle est traitée de manière trop superficielle pour apporter une réelle pertinence ou une critique sociale approfondie. Elle sert principalement de justification au complot, sans être véritablement interrogée ou développée. La conclusion du récit offre une résolution conventionnelle. Le héros affronte et vainc le traître principal, tout en laissant planer le doute sur l'étendue réelle de la corruption. Cette fin, qui montre Ben Malloy debout mais seul, contemplant un avenir incertain, est en phase avec le ton désenchanté du film. Elle suggère que la vérité, une fois découverte, n'apporte pas nécessairement la paix, mais simplement une nouvelle forme de solitude lucide. Le chemin parcouru a davantage détruit que reconstruit, ce qui est un point narratif assez audacieux pour un film de ce genre. En définitive, Chief of Station se positionne comme un produit honnête mais limité du cinéma d'action et d'espionnage. Il réunit tous les ingrédients nécessaires, un héros charismatique, un cadre exotique, une conspiration, des trahisons, mais les assemble sans véritable inspiration ni ambition de dépassement des codes. Il satisfera les spectateurs en quête d'un divertissement simple et direct, mais laissera sur leur faim ceux qui recherchent la tension sophistiquée d'un L'Affaire Farwell ou l'esthétisme brutal d'un John Wick.
Son analyse révèle un film au potentiel inabouti, où les compétences individuelles des acteurs principaux luttent contre les contraintes d'un scénario et d'une réalisation trop conventionnelle. La réception critique mitigée et les réactions partagées du public reflètent parfaitement cette nature hybride. Un film qui n'est ni un échec cuisant ni une réussite marquante, mais simplement une œuvre qui occupe l'espace médian du genre avec une certaine modestie. Il témoigne de la vitalité, mais aussi parfois de la routine, d'un certain cinéma de genre produit pour un marché international, où le nom d'Aaron Eckhart reste un gage de sérieux et d'engagement physique, même dans un projet aux ambitions contenues. En élargissant la perspective, on peut voir en Chief of Station un symptôme des défis actuels du thriller d'espionnage en prise de vue réelle, concurrencé à la fois par la sophistication des séries télévisées et par l'exigence croissante du public en matière d'originalité et de qualité technique. Le film choisit la voie de la sécurité, en s'appuyant sur des formules éprouvées, au risque de paraître daté ou manquant d'audace. Son héritage, s'il en laisse un, sera peut-être de rappeler que dans un genre surpeuplé, la simple adhésion aux conventions ne suffit plus à marquer durablement les esprits, sans une vision créative forte ou une exécution véritablement exceptionnelle. Et la quête de vérité de Ben Malloy transcende rapidement la simple vengeance pour se muer en une enquête existentielle sur l'identité de sa propre épouse et la nature de leur union. Chaque fragment d'information découvert concernant les activités clandestines de Farah agit comme un scalpel redessinant de force le portrait d'une femme qu'il pensait connaître, instaurant un doute rétroactif qui corrompt jusqu'à leurs souvenirs les plus heureux. Le film explore avec une certaine acuité le deuil particulier que constitue la découverte posthume d'une trahison, où la personne disparue devient soudain une énigme à résoudre plutôt qu'un être à pleurer. Cette dynamique injecte une tension psychologique palpable qui sert de fondation émotionnelle aux enjeux plus larges du complot géopolitique. L'utilisation parcimonieuse mais ciblée des flashbacks fonctionne ainsi comme un contrepoint mélancolique, rappelant aux héros et aux spectateurs la façade idyllique qui masquait des réalités plus sombres et complexes. Le retour de Malloy dans le milieu du renseignement est dépeint avec un réalisme désillusionné, loin des fantasmes de technologie omnipotente et d'agences toutes-puissantes. Le film présente un écosystème bureaucratique fatigué, où les relations personnelles et les dettes anciennes ont plus de poids que les chaînes de commandement officielles. Cette plongée dans les coulisses poussiéreuses de l'espionnage moderne révèle un monde de paperasserie, de canaux de communication obsolètes et de contacts devenus méfiants avec le temps. L'ancien chef de station doit ainsi naviguer dans un environnement qui a évolué en son absence, où ses anciens atouts peuvent se révéler des handicaps et où son statut d'outsider lui confère à la fois une liberté d'action et une vulnérabilité accrue. Cette reconstitution d'un univers professionnel usé par le cynisme et la routine ajoute une couche de crédibilité amère au récit, ancrant l'extraordinaire dans le terreau du banalement corrompu. La trahison de John Branca, bien que narrativement prévisible, opère comme le révélateur d'une corruption systémique bien plus inquiétante que la simple faillite morale d'un individu. Elle symbolise la perméabilité dangereuse entre les services de renseignement et les intérêts criminels globaux, où les secrets d'État deviennent des marchandises négociables sur un marché parallèle. Le film suggère, sans toujours l'approfondir, que cette dérive est facilitée par une culture institutionnelle du secret absolu, qui peut étouffer les contrôles éthiques et nourrir un sentiment d'impunité. La relation entre Malloy et Branca, autrefois fondée sur une confiance fraternelle née du partage du danger, se voit ainsi rongée par un venin froid et calculateur, transformant les souvenirs communs en preuve potentielle de duplicité. La chute de Branca illustre moins la victoire du bien que la banale et triste réalité d'un idéal professionnel érodé par l'avidité et l'opportunisme. Le personnage de Christina Kowerski, en dépit de son introduction tardive, incarne une fascinante alternative éthique au cynisme ambiant. Issue d'un camp historiquement antagoniste, elle fait pourtant preuve d'un code d'honneur personnel et d'une loyauté pragmatique qui font cruellement défaut aux anciens collègues de Malloy. Son alliance avec le héros n'est pas motivée par un romantisme naïf ou un renversement d'allégeance idéologique, mais par un calcul stratégique et un respect professionnel mutuel face à une menace commune qui dépasse les vieilles divisions. Le film évite ainsi le cliché de l'espionne russe fatale ou romantiquement convertie, lui préférant une portrait d'une praticienne compétente et désabusée, naviguant dans le même marécage moral que son homologue américain, mais avec peut-être une clarté de vue supérieure née d'attentes initialement plus basses. La dynamique de leur partenariat évolue selon une courbe subtile, où la méfiance de rigueur cède progressivement la place à une reconnaissance tacite de leurs compétences respectives et de leur solitude partagée. Leurs dialogues, souvent laconiques et chargés de sous-entendus professionnels, trahissent une communication d'initiés qui dépasse les barrières linguistiques et culturelles. Le film résiste à la tentation de transformer cette connexion en romance explicite, préservant ainsi sa force narrative qui réside dans la naissance fragile d'une confiance professionnelle en terrain hostile. Cette relation devient le cœur moral du film, un microcosme de collaboration possible dans un monde fracturé,
contrastant avec la trahison venant du plus proche cercle de Malois. L'esthétique visuelle du film, dominée par les nuances de gris, de bleu acier et d'ocre sombre, construit une atmosphère de mélancolie permanente et de menace diffuse. La photographie de Budapest en hiver, avec ses ciels plombés, ses façades austères et ses intérieurs surchauffés aux lumières tamisées, participe activement à la narration. Elle externalise l'état mental du protagoniste, un monde froid, peu accueillant, où la beauté architecturale est perçue comme distante et écrasante. Cependant, ce choix stylistique uniforme, s'il est cohérent, peut aussi engendrer une certaine monotonie sensorielle et nuire à la différenciation claire des séquences d'action, noyant parfois la chorégraphie dans un brouillard de couleurs ternes et d'éclairage contrasté. Les séquences d'action, justement, révèlent les contraintes et les choix artistiques qui définissent le film. Loin des ballets violents et esthétisants d'un John Wick, elles privilégient un réalisme brut et maladroit. Les combats sont courts, désordonnés et épuisants, mettant en scène un Malois qui utilise davantage son poids et son expérience que des techniques martiales acrobatiques. Cette approche renforce l'image d'un homme qui n'est plus dans la pleine possession de ses moyens physiques, luttant davantage par détermination que par supériorité technique. Si cette conception peut paraître peu spectaculaire, elle contribue à une forme de crédibilité en montrant la violence comme une entreprise épuisante et dégradante, et non comme un spectacle chorégraphié. La performance d'Aaron Eckhart est le pilier sur lequel repose l'édifice entier du film. Il incarne avec une intensité sobre mais palpable la fatigue physique d'un corps qui n'est plus jeune, la lassitude mentale d'un esprit refaisant surface dans un cauchemar, et la douleur étouffée d'un cœur brisé. Son jeu minimaliste, concentré dans les regards et les silences, communique davantage que de longs monologues. Il réussit à humaniser un archétype, à montrer la vulnérabilité sous l'armure de l'agent, et à rendre crédible sa transformation d'un veuf éploré en un chasseur déterminé, sans jamais verser dans la caricature du surhomme invincible. Sa présence ancre le film dans une réalité émotionnelle qui compense en partie les faiblesses du scénario. La structure narrative, pour sa part, suit un cheminement qui privilégie la clarté linéaire à la complexité labyrinthique. Chaque indice mène logiquement au suivant, construisant progressivement le puzzle du complot. Cette approche a le mérite d'être facile à suivre et de maintenir un rythme soutenu, évitant les lourdeurs explicatives ou les retournements artificiels. Toutefois, elle sacrifie une dimension essentielle du thriller d'espionnage, le plaisir du doute, de la fausse piste, de la révélation fracassante qui remet tout en cause. Le spectateur accompagne Malois dans sa quête, mais est rarement surpris par ses découvertes, ce qui peut atténuer la tension et le sentiment de découverte partagée. Le réseau antagoniste, souvent pointé comme un point faible, fonctionne en réalité comme une entité abstraite plus que comme une collection d'individus. Il représente la face obscure de la globalisation, un capitalisme prédateur appliqué au renseignement, où l'information est décontextualisée, monétisée et vendue aux plus offrants, sans aucune considération idéologique ou politique. Cette impersonnalité de la menace est à la fois une force conceptuelle, reflétant une réalité contemporaine, et une faiblesse dramatique, car elle ne permet pas d'incarner le mal dans un adversaire charismatique ou profondément inquiétant. Les sbires et intermédiaires croisés par Malois sont des fonctionnaires du crime, interchangeables et sans épaisseur, ce qui peut diminuer l'enjeu émotionnel des confrontations. La bande-son, discrète mais efficace, opère dans un registre de tension continue. Elle utilise des drones sourds, des percussions lancinantes et des ponctuations orchestrales minimalistes pour créer un fond sonore anxiogène. Elle ne cherche pas la mélodie mémorable, mais l'immersion dans un état de paranoïa légère. Elle souligne efficacement les moments de découverte et les temps morts empreints de menaces, servant de guide émotionnel subtil à travers un paysage visuel parfois uniforme. Son efficacité réside dans son refus de s'imposer, en se contentant de modeler l'atmosphère sans la dominer. Le voyage géographique et narratif de Malois à travers Budapest et ses environs peut être lu comme une métaphore de sa plongée dans les couches de mensonges. Des appartements bourgeois aux entrepôts industriels désaffectés, des bars enfumés au palace d'Hécati, chaque lieu visite correspond à un niveau différent du secret et de la corruption. La ville devient une carte cognitive du complot, et sa traversée par le héros symbolise sa progression à travers les cercles concentriques de la tromperie, du mensonge intime vers la vérité systémique, aussi amère soit-elle. Cette utilisation intelligente du décor dépasse la simple fonction de carte postale exotique pour devenir un élément narratif à part entière. En définitive, Chief of Station est un film qui assume pleinement sa nature de thriller d'espionnage de milieu de gamme, visant l'efficacité plutôt que l'innovation. Il ne prétend pas révolutionner le genre, mais en appliquer les codes avec un certain sérieux et une compétence technique indéniable. Son mérite réside dans la création d'une atmosphère cohérente, portée par une performance centrale solide, et dans l'exploration, même superficielle, de thèmes contemporains pertinents comme l'érosion des loyautés dans un monde post-idéologique.
Il fonctionne comme un objet cinématographique honnête, conscient de ses limites, et trouve son public parmi ceux qui recherchent un divertissement adulte, sans fioritures ni prétentions démesurées, ancré dans une certaine vision désenchantée du monde des ombres où évoluent ses personnages. Et la carrière d'Aaron Eckhart, marquée par des rôles d'hommes tourmentés et charismatiques, trouve dans Ben Malloy une synthèse de ses qualités dramatiques et physiques les plus affirmées. L'acteur s'approprie le personnage avec une autorité naturelle qui transcende les limites du scénario, insufflant à chaque scène une gravité palpable et une humanité fragile. Sa présence à l'écran, tout en retenue et en intensité contenue, devient le véritable moteur émotionnel du film, guidant le spectateur à travers les méandres d'une intrigue par ailleurs conventionnelle. Eckhart excelle particulièrement dans les moments de silence et d'introspection, où son regard traduit mieux que des mots la tempête intérieure de son personnage, partagée entre le chagrin, la colère et une détermination acharnée. Il incarne parfaitement la paradoxale vulnérabilité d'un homme d'action brisé par une perte personnelle, tout en déployant une aura de compétences professionnelles immuables qui le rend crédible dans sa quête de vérité. Le personnage de Christina Kowerski, bien que sous-exploité scénaristiquement, bénéficie de la prestation charismatique d'Olga Kurilenko, qui lui confère une profondeur et une ambiguïté séduisantes. Son interprétation esquisse une histoire personnelle riche en non-dits, suggérant des cicatrices, des loyautés complexes et un code moral personnel forgé dans les réalités brutales du terrain. Kurilenko apporte une nuance essentielle au film, évitant les écueils de la caricature pour créer une alliée à la fois pragmatique, redoutable et subtilement empathique. Sa chimie avec Eckhart, faite de regards éloquents et d'un respect professionnel mutuel, constitue l'une des relations les plus convaincantes et gratifiantes du récit, offrant un contrepoint humain et chaleureux à la froide trahison de John Branca. Malgré son entrée tardive, son personnage apporte un souffle d'air frais et une perspective extérieure cruciale qui dynamise la seconde moitié du film. En contrepoint, le personnage de John Branca, tel que campé par Alex Pettyfer, peine à convaincre pleinement, moins par la performance de l'acteur que par la superficialité de son écriture. La trahison de Branca manque de motivation psychologique suffisamment fouillée pour la rendre vraiment tragique ou mémorable, se cantonnant souvent à une fonction narrative de pivot antagoniste. Son duplicité est signalée de manière trop évidente dès ses premières apparitions, privant le spectateur du choc de la révélation et réduisant sa relation avec Malloy à un schéma binaire sans grande complexité. Cette faiblesse dans la caractérisation du principal antagoniste interne affaiblit l'impact thématique du film sur la corruption, en la rendant abstraite et peu incarnée, diluant ainsi une partie de la tension dramatique qui devrait naître de la confrontation entre anciens frères d'armes. Le traitement des antagonistes secondaires et du réseau criminel au cœur du complot révèle une volonté de moderniser les enjeux du thriller d'espionnage, en les ancrant dans la réalité contemporaine de la privatisation du renseignement et des marchés parallèles. Cependant, cette ambition se heurte à une exécution souvent schématique, qui réduit ses forces adverses à des entités floues et peu intimidantes. Les hommes de main manquent de personnalité distinctive, et les commanditaires restent des figures lointaines et peu caractérisées, ce qui minimise la perception d'une menace globale et crédible. Le film échoue ainsi à construire un écosystème antagoniste riche et inquiétant, ce qui limite l'envergure des enjeux et la satisfaction narrative du dénouement, confinant le conflit à une dimension trop personnelle au détriment d'une portée géopolitique plus ambitieuse. La bande originale du film, composée de nappes synthétiques tendues et de rythmes pulsatifs, œuvre avec efficacité à maintenir une atmosphère de paranoïa et d'urgence constante. Elle épouse parfaitement les tonalités visuelles froides de l'image, renforçant la sensation d'isolement et de danger pervasif qui entoure le héros. La musique évite les poncifs mélodramatiques pour privilégier une ambiance sonore immersive, qui souligne les moments de suspense sans jamais les surligner de manière intrusive. Si elle ne laisse pas de thème mémorable, elle remplit avec discrétion et professionnalisme son rôle de colonne vertébrale émotionnelle et rythmique, contribuant de manière significative à la cohérence tonale de l'ensemble et au maintien d'un rythme narratif soutenu malgré les séquences plus contemplatives. La réalisation de Jesse V. Johnson, spécialiste reconnu du cinéma d'action direct, imprime au film une patte caractéristique faite d'efficacité narrative et d'un certain classicisme formel. Son approche privilégie la clarté de la narration et la lisibilité de l'action au détriment peut-être d'une audace visuelle plus marquée. Les plans sont composés avec soin, les décors exploités pour leur potentiel dramatique, et le montage assure une fluidité qui sert l'intrigue. On sent une maîtrise technique solide, mais également une certaine retenue, voire une absence de signature stylistique forte qui aurait pu distinguer le film dans un genre très concurrentiel. Johnson livre un travail compétent et sérieux, qui assure la tenue générale du projet sans parvenir à l'élever au rang d'œuvre mémorable ou véritablement distinctive sur le plan de la mise en scène. La structure narrative, résolument linéaire, suit Ben Malloy pas à pas dans sa descente investigative,
construisant le puzzle de la conspiration de manière méthodique et progressive. Ce choix assure une parfaite compréhension des enjeux et une identification sans faille au parcours du héros, évitant les pièges de la confusion ou des retournements excessifs. Cependant, cette linéarité peut aussi engendrer une certaine prévisibilité, le spectateur anticipant souvent les découvertes du protagoniste. Le film sacrifie ainsi une part du plaisir intellectuel et du suspense sophistiqué qui caractérisent les meilleurs thrillers d'espionnage, au profit d'une accessibilité immédiate et d'un rythme efficace mais sans grande surprise. Cette approche correspond parfaitement au public visé, mais peut laisser sur leur faim les amateurs de récits plus labyrinthiques et intellectuellement stimulants. Les thèmes sous-jacents du film dépassent le simple cadre de la vengeance pour aborder des questions plus vastes sur la fidélité, l'identité et l'érosion des certitudes dans un monde post-vérité. La quête de Malloy est autant une enquête sur la mort de sa femme qu'une interrogation sur la nature de la confiance et la fiabilité de sa propre perception. Le film explore avec acuité la manière dont une trahison intime peut fissurer toute une vision du monde, remettant en cause non seulement les relations personnelles mais aussi les institutions et les idéaux professionnels auxquels on croyait. Cette dimension philosophique, bien que jamais explicitement énoncée, donne une résonance plus profonde à l'intrigue policière, transformant le thriller en une méditation discrète sur les fondements de la loyauté et le prix de la vérité dans une existence construite sur le secret. L'utilisation des flashbacks, parcimonieuse mais stratégique, est d'une grande efficacité pour construire le personnage de Farah et la relation du couple. Ces séquences brèves, imprégnées d'une lumière chaude et de moments de bonheur domestique, forment un contraste poignant avec le présent froid et violent de Malloy. Elles servent moins à fournir des indices explicites qu'à ancrer émotionnellement la perte et à rendre tangible l'ampleur de la duperie. Chaque souvenir heureux devient, en résonance avec les découvertes présentes, potentiellement teintées de mensonges, ajoutant une couche de mélancolie et de complexité psychologique au voyage du héros. Ce procédé narratif permet de donner de l'épaisseur à un personnage absent et de faire partager au spectateur le deuil particulier de Malloy, fait d'amour, de colère et d'une profonde désorientation. Les décors et les lieux de tournage, principalement situés à Budapest et en Hongrie, sont exploités bien au-delà de leur simple valeur de carte postale exotique. La ville devient un personnage à part entière, dont l'architecture majestueuse et parfois écrasante, l'histoire complexe et l'atmosphère mélancolique reflètent les états d'âme du protagoniste et la nature opaque de sa quête. Des palais baroques aux ensembles socialistes, des ruelles pavées aux larges boulevards, chaque environnement est choisi pour sa capacité à évoquer une idée. Le pouvoir, le déclin, le secret, la trahison. Cette utilisation intelligente et évocatrice du lieu contribue puissamment à l'immersion et à la construction d'un monde cinématographique cohérent et chargé de sens, où le physique et le psychologique se répondent constamment. En comparaison avec d'autres films du genre, Chief of Station occupe une position intermédiaire, visant plus l'efficacité commerciale que l'innovation artistique. Il partage avec la saga Taken le moteur de la vengeance familiale, mais s'en distingue par un ton plus sombre, moins fantasmé, et un héros plus vulnérable et introspectif que la force de la nature incarnée par Liam Neeson. Par rapport à John Wick, il manque cruellement de style visuel flamboyant et de mythologie construite, privilégiant un réalisme terre-à-axe en grave-terre et une violence plus brutale que chorégraphiée. Enfin, face à des œuvres comme L'affaire Farwell ou Un homme très recherché, il ne possède ni la densité historique et politique, ni la complexité narrative qui font la grandeur du thriller d'espionnage littéraire. Sa place est donc celle d'un divertissement honnête et compétent, destiné à combler une niche de marché sans prétendre rivaliser avec les sommets du genre. La réception critique, majoritairement tiède, s'explique par ce positionnement médian et le sentiment d'un potentiel inabouti. Les reproches récurrents concernant le scénario générique, les personnages antagonistes peu développés et l'absence de véritables surprises reflètent une frustration devant un film qui réunit tous les éléments du thriller d'espionnage moderne sans parvenir à les agencer de manière réellement originale ou percutante. Cependant, cette même critique reconnaît souvent la solidité de la performance d'écart et la tenue technique générale, sauvant l'œuvre d'un naufrage complet. Le film souffre de la comparaison avec une production télévisuelle de plus en plus exigeante dans le genre, qui a considérablement élevé les standards en matière de complexité narrative et de développement caractériel. Du point de vue de la carrière d'Aaron Eckhart, Chief of Station s'inscrit dans une série de rôles d'action matures qui lui permettent d'exploiter son physique imposant et son charisme d'homme tourmenté, après The Bricklayer ou Muzzle. Si ces films ne font pas appel à l'étendue de son talent dramatique révélé dans In the Company of Men ou Thank You for Smoking, il consolide son statut de figure crédible et attachante du cinéma d'action pour public adulte. Il témoigne d'une phase de carrière où l'acteur, solidement établi, choisit des projets grand public qui assurent une certaine visibilité internationale tout en lui offrant des rôles centraux à sa mesure. Chief of Station représente ainsi un choix professionnel logique,
sinon artistiquement ambitieux, dans la trajectoire d'un acteur qui a su naviguer entre cinéma d'auteur et blockbuster. Pour le spectateur, l'expérience de visionnage de Chief of Station dépend largement de ses attentes. Pour qui cherche un thriller d'espionnage simple, facile à suivre, porté par un acteur charismatique et offrant des décors évocateurs, le film remplit son contrat sans déception majeure. Il procure le divertissement attendu, avec des moments de tension, d'action et une résolution satisfaisante. En revanche, pour le cinéphile exigeant, amateur de récits alambiqués, de personnages ambivalents et de mise en scène audacieuse, le film paraîtra terne, prévisible et manquant cruellement d'ambition et de personnalité. Il se consume ainsi dans son propre statut de produit de milieu de gamme, incapable de dépasser les conventions qu'il respecte scrupuleusement. Et la photographie, signé par un directeur de la photographie expérimenté, joue un rôle crucial dans l'établissement de l'atmosphère pesante et mélancolique du film. Le choix d'une palette de couleurs restreinte, dominée par les bleus froids, les gris anthracites et les ocres éteints, unifie visuellement les différents lieux et temporalités. Cette esthétique volontairement délavée et contrastée traduit la désolation intérieure du héros et la froideur du monde qu'il explore. Les intérieurs sont souvent filmés dans des lumières tamisées, créant des jeux d'ombre propices au suspense, tandis que les extérieurs urbains sont saisis sous un ciel hivernal bas et menaçant. Cette cohérence visuelle, bien que potentiellement monotone, participe pleinement à la narration et à la construction d'un ton unique, faisant de l'image un vecteur d'émotion à part entière. Les scènes de dialogue, souvent négligées dans les thrillers d'action, sont ici traitées avec un soin particulier, servant autant à révéler des informations qu'à explorer la psychologie des personnages. Les conversations entre Malwa et Christina, notamment, sont chargées de sous-entendus professionnels et d'une méfiance réciproque qui évolue subtilement vers une forme de respect. Le scénario évite les tirades explicatives au profit d'échanges laconiques et réalistes, où ce qui n'est pas dit est aussi important que les mots prononcés. Cette économie de dialogue renforce l'impression de se trouver dans un monde d'initiés, où la communication est codée et où la vérité doit être déduite plus qu'entendue. Elle contribue également au rythme soutenu du film, en maintenant une tension constante même dans les moments les plus statiques. La construction de l'antagoniste principal, à travers la figure de John Branca, pose la question de la crédibilité des motivations dans le thriller d'espionnage. Si la cupidité et la soif de pouvoir sont des ressorts classiques, elles exigent une contextualisation et une épaisseur psychologique pour être convaincantes. Le film peine à fournir cette profondeur à Branca, dont la trahison semble parfois motivée par la simple nécessité narrative d'avoir un méchant identifiable au sein de l'agence. Cette faiblesse affecte la portée thématique de l'œuvre, qui ambitionne de dépeindre la corruption systémique mais reste en surface, faute d'un antagoniste suffisamment complexe pour en incarner tous les aspects. Le conflit perd ainsi en puissance dramatique et en résonance morale, réduisant la lutte de Malwa à une affaire personnelle plus qu'à un combat contre un mal plus vaste. Le traitement du deuil et de la mémoire est l'un des aspects les plus réussis du film, qui évite le pathos facile pour explorer la douleur sous l'angle de l'enquête et de la révélation. Pour Ben Malwa, faire le deuil de sa femme est impossible sans d'abord comprendre qui elle était réellement. Chaque nouvelle information sur ses activités secrètes modifie sa perception de leur vie commune, créant un processus de deuil chaotique et sans fin. Le film montre avec justesse comment la recherche de vérité peut devenir une forme d'obsession morbide, où l'amour se mêle à la colère et où le besoin de comprendre peut empêcher d'accepter. Cette approche originale et mature du thème de la perte distingue le film des thrillers de vengeance plus simples, en ancrant l'action dans une réalité psychologique complexe et déchirante. Les influences cinématographiques de Chief of Station sont visibles et assumées, puisant dans un héritage riche qui va des thrillers paranoïaques des années 70 aux films d'action des années 2000. On peut y déceler des échos de 3 jours du Condor dans la méfiance envers l'institution, de John le Carré dans l'accent mis sur la lenteur de l'enquête et la trahison intime, et de Taken dans le moteur de la vengeance familiale. Cependant, le film ne parvient pas à synthétiser ses influences en une œuvre personnelle et distinctive, se contentant souvent de les citer sans les réinventer. Cette absence de voix propre, de vision artistique forte, explique en grande partie le sentiment de déjà-vu qui émane de l'ensemble et son incapacité à marquer durablement les esprits, malgré ses qualités techniques indéniables. La conclusion du film, sans spoiler, opte pour une résolution qui privilégie la clôture personnelle du voyage de Malwa plutôt qu'un démantèlement complet et triomphal du réseau criminel. Ce choix est intéressant et cohérent avec le ton désillusionné de l'ensemble, suggérant que dans le monde trouble de l'espionnage, les victoires sont partielles, les vérités relatives et la paix intérieure le seul but atteignable. La fin laisse le héros dans un état de calme précaire, ayant trouvé des réponses mais aussi perdu ses dernières illusions, face à un avenir incertain. Cette ambiguïté finale est une force narrative, refusant le happy end conventionnel au profit d'une fin mélancolique et adulte,
qui résonne avec les thèmes de perte et de désenchantement qui parcourent le film. Elle offre une dernière image forte d'un homme seul, transformé par sa quête, mais irrémédiablement marqué par elle. Le film Chief of Station s'inscrit dans une tradition du thriller d'espionnage où le décor n'est pas un simple arrière-plan mais un état d'âme géographique. Budapest, avec ses palais néo-gothiques et ses façades décrépites, ses ponts illuminés sur le Danube sombre, incarne parfaitement la dualité du récit. Une beauté de surface qui dissimule une profondeur de secrets et de violences passées. La ville devient le labyrinthe concret dans lequel Ben Malloy s'enfonce, chaque quartier reflétant une étape de son enquête et une facette de sa propre psyché fracturée. Cette utilisation quasi-expressionniste du lieu dépasse le simple exotisme pour proposer une cartographie émotionnelle où l'espace urbain et le parcours intérieur du héros se confondent. La mélancolie architecturale de la capitale hongroise, empreinte d'une histoire politique complexe, offre une métaphore visuelle puissante pour un monde où les loyautés sont éphémères et les vérités toujours relatives. La performance d'Aaron Eckhart est un exercice de retenue éloquente, où chaque micro-expression et chaque silence pèsent plus lourd que des pages de dialogue. L'acteur incarne avec une justesse remarquable la fatigue d'un homme dont la carrière a été construite sur le mensonge, et qui voit ce même principe corroder sa vie privée. Il y a dans son jeu une économie de gestes et une intensité du regard qui traduisent à la fois la compétence professionnelle indélébile et la douleur d'un deuil compliqué par la tromperie. Eckhart évite l'écueil du super-héroïsme pour montrer un homme usé, dont la force réside moins dans ses capacités physiques déclinantes que dans une ténacité mentale forgée par le désespoir. Sa présence assure une crédibilité humaine essentielle à un film dont les rouages narratifs pourraient autrement sembler mécaniques, ancrant les enjeux globaux dans une réalité charnelle et souffrante. Le personnage de Krystyna Kowarski, bien que malheureusement cantonné à un rôle de faire-valoir tardif, bénéficie de la présence énigmatique et charismatique d'Olga Kurilenko. L'actrice suggère avec une grande économie de moyens un passé riche en cicatrices et en dilemmes moraux, faisant de son personnage bien plus qu'une simple alliée de circonstances. Krystyna représente une forme de lucidité pragmatique dans un univers saturé d'idéaux trahis. Son cynisme n'est pas une faiblesse mais une armure, et sa décision de s'allier à Malloy est présentée comme un choix stratégique éclairé plutôt qu'une conversion sentimentale. La relation qui se tisse entre eux, dépourvue de faux romantisme, est l'une des réussites du film, fondée sur un respect professionnel mutuel et une reconnaissance tacite de leur statut commun d'outsider dans leur propre système respectif. Cette dynamique offre une lueur de connexion authentique dans un récit dominé par la duplicité. Le personnage de Krystyna Kowarski, bien que malheureusement cantonné à un rôle de faire-valoir tardif, bénéficie de la présence énigmatique et charismatique d'Olga Kurilenko. L'actrice suggère avec une grande économie de moyens un passé riche en cicatrices et en dilemmes moraux, faisant de son personnage bien plus qu'une simple alliée de circonstances. Krystyna représente une forme de lucidité pragmatique dans un univers saturé d'idéaux trahis. Son cynisme n'est pas une faiblesse mais une armure, et sa décision de s'allier à Malloy est présentée comme un choix stratégique éclairé plutôt qu'une conversion sentimentale. La relation qui se tisse entre eux, dépourvue de faux romantisme, est l'une des réussites du film, fondée sur un respect professionnel mutuel et une reconnaissance tacite de leur statut commun d'outsider dans leur propre système respectif. Cette dynamique offre une lueur de connexion authentique dans un récit dominé par la duplicité. En revanche, la caractérisation de l'antagoniste principal, John Branca, illustre les limites d'un scénario qui privilégie la fonction narrative au détriment de la profondeur psychologique. La corruption de Branca, bien qu'annoncée par certains signaux visuels et dialogiques trop évidents, manque cruellement de motivation convaincante au-delà d'un appât du gain quelque peu primaire. Son trajet du partenaire de confiance au traître vénal aurait gagné en puissance tragique s'il avait été étoffé par des tensions internes, des dilemmes ou une idéologie pervertie. Tel quel, il reste une figure plate, un obstacle nécessaire plus qu'un miroir obscur de Malloy, ce qui affaiblit considérablement l'impact thématique du film sur la nature de la trahison au sein des fraternités professionnelles. Sa confrontation finale avec le héros manque ainsi de résonance émotionnelle et philosophique, se réduisant à un règlement de comptes attendu. Le réseau criminel antagoniste, quant à lui, fonctionne comme une entité abstraite et diffuse, reflet peut-être conscient des menaces modernes qui échappent aux conceptions traditionnelles de l'ennemi étatique. Cependant, cette abstraction se heurte aux exigences dramatiques d'un thriller, qui nécessite une incarnation du mal pour cristalliser les enjeux. Les intermédiaires et hommes de main que croise Malloy sont interchangeables et dénués de toute épaisseur, réduits à leur fonction d'obstacle physique à surmonter. Cette absence d'adversaire charismatique ou profondément inquiétant limite la portée narrative et empêche le film de construire une tension ascendante véritablement palpable. La menace reste conceptuelle, et bien que cela puisse correspondre à une certaine réalité du renseignement contemporain, cela prive le spectateur du plaisir cathartique d'une confrontation finale contre un adversaire à la mesure du héros.
La bande originale, composée de nappes synthétiques froides et de rythmes pulsatifs discrets, constitue l'ossature sonore de l'atmosphère paranoïaque que le film cherche à instiller. Elle ne cherche pas la mélodie mémorable mais l'immersion sensorielle, créant un paysage acoustique de tension permanente qui épouse parfaitement les images sombres et les silences lourds de sens. La musique opère en sourdine, soulignant les moments de découverte sans jamais les surjouer, et amplifiant l'isolement du protagoniste par des drones étouffants. Son efficacité réside précisément dans sa discrétion et sa cohérence tonale. Elle est un élément d'ambiance parfaitement intégré qui contribue à l'uniformité stylistique de l'œuvre sans jamais chercher à voler la vedette à l'image ou au jeu des acteurs. La réalisation de Jesse V. Johnson, cinéaste chevronné du cinéma d'action direct, se signale par son professionnalisme solide et son souci de clarté narrative. La mise en scène est efficace, privilégiant des cadres stables et une géographie spatiale lisible, particulièrement dans les scènes d'action où l'on perçoit la volonté de montrer l'intégralité des combats plutôt que de les morceler par un montage haché. Cependant, cette approche compétente manque singulièrement de signature artistique ou d'audace visuelle. On regrette l'absence de plans marquants, de séquences mémorables portées par une vision de réalisateur forte, qui aurait pu élever le matériau conventionnel. Le film est bien dirigé, mais il n'est pas dirigé avec style, ce qui le condamne à une certaine anonymat dans le paysage très encombré du thriller d'espionnage. La structure du récit, d'une linéarité presque didactique, permet au spectateur de suivre sans effort les investigations de Malois, chaque scène s'enchaînant logiquement à la suivante pour construire progressivement le puzzle. Cette transparence narrative assure un rythme soutenu et évite toute confusion, mais elle se fait au prix de toute complexité véritable. Le film ne s'autorise aucune fausse piste significative, aucun retournement surprenant qui viendrait bousculer la perception du spectateur. Le plaisir de la déduction et le suspense intellectuel sont ainsi largement absents, remplacés par une simple attente passive de la prochaine étape prévisible dans la quête du héros. Cette simplicité peut être appréciée comme une forme d'honnêteté commerciale, mais elle limite considérablement la profondeur et la récompense cognitive du film. Les thèmes abordés dépassent le cadre de l'intrigue policière pour toucher à des questions universelles sur la confiance et l'identité. La découverte par Malois que sa femme lui mentait fondamentalement déclenche une crise qui dépasse le deuil. C'est une remise en cause de sa propre capacité à percevoir la réalité et à juger les autres. Le film explore avec une certaine acuité comment un mensonge central peut infecter rétroactivement toute une vie de souvenirs, transformant les moments de bonheur en énigmes potentielles et érodant le fondement même de l'identité personnelle, qui se construit en partie sur la fiabilité de nos relations les plus proches. Cette dimension psychologique, bien que parfois traitée en surface, donne une épaisseur existentielle au thriller et constitue son principal mérite au-delà de ses séquences d'action. L'usage des flashbacks et d'une grande intelligence narrative, servant moins à délivrer des informations explicites qu'à construire une ambiance émotionnelle et à installer un contraste poignant. Ces brèves vignettes du passé conjugal, filmées dans une lumière chaude et des cadres resserrés sur les deux époux, créent une archive du bonheur perdu qui rend d'autant plus douloureuse la découverte des secrets. Ils permettent de faire de Farah un personnage à part entière, bien que absent, et de donner un poids tangible à la trahison que ressent Malois. Chaque retour en arrière agit comme un coup de poing émotionnel, rappelant ce qui a été détruit et compliquant le deuil par l'incertitude, évitant ainsi que la femme ne soit réduite à un simple MacGuffin narratif. La place du film dans la filmographie d'Aaron Eckhart est celle d'un projet de milieu de carrière qui exploite une facette établie de son persona d'acteur sans la renouveler. Après avoir incarné des figures charismatiques et souvent troubles dans des films plus ambitieux, Eckhart semble ici consolider son statut de pilier fiable du cinéma d'action pour public adulte. Chief of Station s'inscrit dans une série de rôles similaires qui, s'il ne sollicite pas l'étendue de son talent, lui offre une présence centrale constante et une légitimité dans un genre commercial. C'est un choix de carrière pragmatique qui assure sa visibilité, même si l'on peut regretter que l'acteur ne soit pas davantage mis au défi par des scénarios plus exigeants ou des réalisateurs au style plus prononcé. Et la photographie, sobre et travaillée, est un atout majeur dans la création de l'atmosphère singulière du film. La prédilection pour les heures bleues, les intérieurs faiblement éclairés par des lampes de bureau ou des néons blafards, et les extérieurs sous un ciel d'hiver uniformément gris, contribuent à un sentiment général de claustrophobie et de mélancolie. La couleur est presque absente, drainée au profit d'une palette monochrome où domine le bleu acier, le gris béton et le noir. Ce choix esthétique radical, s'il peut paraître monotone, est parfaitement cohérent avec les thèmes du film et l'état d'esprit du protagoniste. Il façonne un monde visuel froid et inhospitalier, où la beauté de Budapest elle-même est rendue distante et menaçante, reflétant l'aliénation croissante de Malois. Les dialogues, souvent laconiques et chargés de sous-entendus, reflètent la culture professionnelle du milieu du renseignement, où la méfiance est la règle et où l'information est une monnaie à distribuer avec parcimonie.
Les conversations entre Malwa et ses interlocuteurs, qu'ils soient alliés ou ennemis, sont des joutes verbales où chaque mot est pesé et où les silences sont aussi éloquents que les répliques. Le film évite avec succès les expositions lourdes et les explications redondantes, faisant confiance à l'intelligence du spectateur pour déduire les relations et les enjeux à partir de ces échanges elliptiques. Cette économie verbale renforce le réalisme et la tension, et participe à la construction d'un monde crédible et impitoyable. Le traitement de l'action privilégie un réalisme brut et inefficace, loin des chorégraphies esthétisantes devenues la norme. Les combats de Malwa sont désordonnés, épuisants, et mettent en avant l'utilisation de l'environnement et de la ruse plutôt que la supériorité martiale. Il semble lutter, survivre, plus que vaincre avec élégance. Ce choix, s'il peut décevoir les amateurs de spectacles pyrotechniques, sert le caractère du héros, un homme plus jeune, ramené de force dans un jeu violent pour lequel il n'est plus tout à fait taillé. La violence a un poids, des conséquences physiques visibles, et elle laisse le protagoniste essoufflé et meurtri, ajoutant à la crédibilité de son parcours et à la perception du danger. La conclusion du film est intéressante dans son refus d'une résolution totalement cathartique. Sans dévoiler la fin, on peut dire qu'elle offre à Malwa une forme de vérité et de justice, mais pas nécessairement la paix ou un nouveau départ. Les conséquences de son voyage sont permanentes, et les cicatrices, tant physiques qu'émotionnelles, restent visibles. Cette fin mélancolique et adulte est cohérente avec le ton général du film et ses thèmes de désillusion. Elle suggère que dans le monde trouble de l'espionnage, même les victoires sont amères et que la recherche de la vérité, une fois entamée, vous transforme irrémédiablement, souvent en vous coupant définitivement du monde normal que vous cherchez peut-être à rejoindre ou à préserver. En définitive, Chief of Station est le prototype du thriller d'espionnage compétent mais oubliable. Il réunit tous les éléments nécessaires, un héros charismatique et blessé, un cadre évocateur, une conspiration, des trahisons et les assemble avec un professionnalisme indéniable. Cependant, il manque cruellement de l'étincelle d'originalité, de la complexité narrative ou de la vision stylistique forte qui permettrait de se démarquer dans un genre saturé. C'est un film parfaitement fonctionnel, qui divertira sans offense pendant sa durée, mais qui s'évapore de la mémoire presque instantanément, laissant derrière lui une impression de déjà-vu et une frustration devant le potentiel inabouti de son casting et de son cadre. Il s'adresse principalement aux aficionados inconditionnels du genre ou aux fans d'Aaron Eckhart, pour qui la simple présence de l'acteur peut suffire à justifier le visionnage. L'investigation menée par Ben Malwa opère une dissection impitoyable de sa propre vie, transformant chaque souvenir partagé avec son épouse en une preuve potentielle à réévaluer. Cette quête de vérité dévore le personnage de l'intérieur, le forçant à adopter la méfiance professionnelle qui définissait son ancien métier et à l'appliquer au domaine intime de son foyer. Le film illustre avec une cruauté certaine la façon dont un soupçon, une fois planté, prolifère et contamine toutes les couches de la réalité perçue, rendant toute certitude impossible et tout bonheur passé suspect. Cette dynamique psychologique constitue le véritable moteur du thriller, bien plus que les mécanismes d'espionnage, offrant une profondeur humaine inattendue à un scénario par ailleurs conventionnel. La performance d'Eckhart excelle précisément dans ces moments de doute intérieur silencieux, où son visage devient le champ de bataille de l'amour trahi et de la nécessité de savoir. La ville de Budapest, filmée comme une entité vivante et respirante, participe activement à cette décomposition psychique. Ces ruelles pavées ne sont pas de simples décors mais des artères dans un organisme urbain malade, où chaque recoin peut cacher un informateur, un danger ou un fragment de vérité dérangeante. La photographie, avare en couleurs chaleureuses, privilégie les reflets sur l'asphalte mouillé, les ombres portées des monuments historiques et la lumière blafarde des bureaux administratifs, créant une esthétique de froide clarté qui ne dissipe pourtant pas les ténèbres du complot. Ce traitement visuel renforce l'idée d'un monde où la surface est trompeuse, où la beauté architecturale n'est qu'un leurre masquant la pourriture morale et les transactions sordides. L'espace urbain devient ainsi une projection du labyrinthe mental du héros, un dédale dont il doit sortir non seulement physiquement, mais aussi symboliquement, pour retrouver une forme de cohérence personnelle. Et la relation professionnelle puis personnelle qui se noue avec Christina Kowerski représente l'unique pont jeté au-dessus de ce vide de méfiance. Contrairement aux alliances de convenance typiques du genre, leur partenariat naît d'une reconnaissance mutuelle de leur statut de pions sacrifiables dans des jeux plus grands qu'eux. Ils ne sont pas des héros idéologiques, mais des survivants désabusés qui trouvent dans leur collaboration une lueur de solidarité pragmatique. Le film évite soigneusement de sexualiser cette relation, préférant développer une forme de respect tacite et de loyauté situationnelle qui paraît plus authentique et plus précieuse dans le contexte d'un monde corrompu. Leur dialogue est fait de silences entendus et de regards échangés, construisant une confiance fragile qui contraste délibérément avec la trahison venue du cercle le plus proche de Malwa. Cette dynamique offre au film son seul véritable arc émotionnel positif.
Le traitement du réseau antagoniste, en revanche, souffre d'un manque d'incarnation qui réduit la menace à un concept abstrait. Si cette approche peut refléter la nature diffuse et décentralisée du crime organisé moderne, elle nuit à la satisfaction dramatique. Un thriller a besoin que le mal ait un visage, une voix, une logique identifiable pour que sa défaite ait un sens. Ici, les commanditaires restent dans l'ombre et leurs exécutants sont des figurants interchangeables, ce qui diminue l'enjeu des confrontations et la portée de la victoire finale. Le manque d'un adversaire à la hauteur de Malois en termes de complexité psychologique ou de charisme narratif laisse un vide au centre du conflit, que ni la trahison de Branca ni les combats contre des sbires anonymes ne parviennent à combler pleinement. Le film rate ainsi l'occasion de créer une tension véritablement dichotomique et mémorable. La musique, discrète et atmosphérique, fonctionne comme un personnage à part entière, modelant l'ambiance sans jamais l'imposer. Les compositions reposent sur des drones électroniques sourds, des ponctuations de cordes minimalistes et des rythmes pulsatifs qui simulent les battements d'un cœur sous stress. Cette bande-son crée un continuum de tension de basse intensité, une anxiété de fond qui prépare le terrain aux explosions occasionnelles de violence. Elle ne cherche pas à manipuler l'émotion de façon grossière, mais à immerger le spectateur dans l'état de paranoïa constante qui est le lot du protagoniste. En cela, elle est parfaitement au service du récit, contribuant à l'unité tonale et sensorielle de l'œuvre et démontrant qu'une partition efficace peut se faire oublier tout en étant essentielle à l'expérience globale. La mise en scène de Jesse V. Johnson est marquée par une approche classique et fonctionnelle, privilégiant la clarté de l'action et la lisibilité des enjeux spatiaux. On sent la main d'un réalisateur expérimenté qui sait placer sa caméra pour maximiser l'impact des scènes de combat et guider le regard du spectateur à travers les intrications du scénario. Cependant, cette compétence technique ne s'accompagne pas d'une vision artistique distinctive. On cherche en vain des plans iconiques, des séquences dont la réalisation seule marquerait les esprits, ou une utilisation inventive du montage ou du cadre. Le film est bien réalisé, mais il n'est pas autorisé. Il manque de cette patte, de cette folie créative ou de cette rigueur stylistique extrême qui permettrait de le distinguer dans la masse. C'est un travail d'artisan consciencieux, non d'artiste. La structure narrative, d'une linéarité presque mécanique, est à la fois une force et une faiblesse. Elle permet une compréhension immédiate et sans accroc de l'intrigue, ce qui peut être appréciable pour un divertissement de détente. Le spectateur accompagne Malois dans chaque découverte, sans jamais être perdu ou désorienté. Mais cette transparence se paie au prix du suspense intellectuel et de la surprise. Le film ne joue pas avec les attentes, ne propose pas de fausses pistes crédibles, ne complique pas volontairement la lecture des événements. Le chemin de l'enquête est trop droit, les obstacles trop prévisibles et les révélations trop souvent anticipées. Cette simplicité prive le thriller d'une dimension essentielle de plaisir, celui de la déduction active et du choc de la révélation inattendue. Les thèmes centraux de trahison et de recherche d'identité trouvent une résonance particulière dans le contexte post-guerre froide revisité par le film. L'ennemi n'est plus un empire idéologique clairement défini, mais un capitalisme prédateur apatride qui corrompt indistinctement anciens amis et anciens ennemis. La loyauté envers une institution ou une nation devient un concept dépassé, voire naïf, face à des intérêts financiers globaux. Malois, en cherchant à venger sa femme, se bat en réalité contre cette nouvelle forme de mal, fluide et impersonnelle, ce qui rend sa quête à la fois plus contemporaine et plus désespérée. Le film suggère, sans l'approfondir assez, que dans ce nouveau monde, les seules loyautés possibles sont personnelles, fragiles et constamment à réévaluer, comme celle qu'il tente de construire avec Christina. L'utilisation des flashbacks est cruciale pour comprendre l'ampleur de la perte de Malois. Il ne montre pas un mariage parfait, mais des moments de normalité précieuse et de chaleur partagée, qui contrastent violemment avec la froide solitude de son présent. Ces retours en arrière, toujours brefs et incrustés comme des échardes de mémoire, servent à rappeler ce pourquoi il se bat. Non pas une idée abstraite de la justice, mais la récupération de la vérité sur une personne qu'il aimait et qu'il découvre ne pas avoir vraiment connue. Ils évitent l'écueil de l'angélisme en montrant une relation humaine, avec ses silences et ses sourires, ce qui rend la tromperie ultime d'autant plus déchirante et motivante pour le héros comme pour le spectateur. Dans La carrière d'Écart, ce rôle s'apparente à une consolidation d'un territoire d'acteurs, celui de l'homme d'action mûr, usé par la vie mais d'une ténacité indestructible. Il y excelle, apportant une crédibilité et une gravité qui manquent parfois aux matériaux écrits. Pourtant, on ne peut s'empêcher de penser que cet acteur capable de nuances complexes, révélé dans des films comme In the Company of Men, est quelque peu sous-employé ici. Le scénario lui demande d'être solide, fiable, physiquement présent, mais ne lui offre pas de grands moments de bravoure dramatique ou de vulnérabilité extrême.
C'est un rôle taillé sur mesure pour son persona public, mais qui ne semble pas vouloir en explorer les recoins les plus sombres ou les plus inattendus, maintenant l'interprétation dans un registre serait quelque peu attendu. La direction de la photographie est sans conteste l'un des points forts du film, créant une identité visuelle forte et cohérente. La palette chromatique, délibérément appauvrie, évoque un monde dont la vitalité et la chaleur ont été drainées. Les scènes de jour sont souvent sous un ciel blanc et plombé, écrasant les personnages, tandis que les scènes de nuit sont baignées de néons froids et de zones d'ombre profondes. Ce traitement n'est pas qu'esthétique, il est narratif. Il communique l'isolement de Malwa, l'absence de réconfort dans son environnement et la difficulté de discerner le vrai du faux dans une lumière aussi crue et impitoyable. Chaque image semble dire que dans ce monde, il n'y a pas de place pour la nuance ou la douceur, seulement pour la dure clarté des faits et l'obscurité des intentions cachées. Les dialogues, souvent elliptiques et chargés de sous-textes, reflètent la culture de la méfiance qui règne dans le milieu dépeints. Les personnages parlent par allusion, par questions qui en cachent d'autres, par des silences qui valent des aveux. Cette économie verbale est efficace pour créer une ambiance de tension constante et pour caractériser des individus pour qui la parole est un outil stratégique, jamais une expression spontanée. Cependant, cette même économie peut parfois nuire au développement des personnages secondaires, qui restent des silhouettes aux motivations opaques, définies plus par leur fonction dans l'intrigue que par une psychologie riche et détaillée. Le film fait le choix d'une caractérisation par l'action et le sous-entendu, ce qui fonctionne pour le protagoniste mais laisse les autres personnages dans un flou relatif. Les scènes d'action se distinguent par leur réalisme physique et leur absence de glamour. Malwa n'est pas un super soldat. Il se bat pour sa survie avec les moyens du bord, utilisant son environnement, prenant des coups et terminant ses affrontements épuisés et blessés. Cette approche renforce l'identification du spectateur et la crédibilité du personnage. Les combats sont filmés de manière à ce que l'on sente le poids des corps, la violence des impacts, le chaos des confrontations rapprochées. Si cela manque parfois de la grâce chorégraphiée d'autres films d'action, cela gagne en authenticité et en impact émotionnel. Cela rappelle que la violence, dans ce monde, est sale, épuisante et déshumanisante, jamais une démonstration de virtuosité technique. La conclusion du film est remarquable par son refus d'offrir une résolution complète et réconfortante. Malwa obtient des réponses, mais ces réponses ouvrent sur de nouvelles questions et laissent des blessures qui ne se refermeront peut-être jamais. La justice est partielle, la vérité est amère, et le prix payé est immense. Cette fin mélancolique, qui montre le héros seul face à un avenir incertain, est en parfaite adéquation avec les thèmes du film. Elle dit que certaines quêtes vous changent fondamentalement, vous isolent des autres, et que la connaissance peut être un fardeau aussi lourd que l'ignorance. C'est une fin adulte et courageuse pour un film qui, par ailleurs, joue souvent la carte de la convention sécurisante. En somme, Chief of Station est un paradoxe cinématographique, un film extrêmement bien fait sur le plan technique, porté par un acteur principal parfaitement investi, mais qui échoue à transcender les limites de son genre pour offrir une expérience véritablement mémorable ou innovante. Il fonctionne parfaitement comme un produit de consommation cinématographique. Il divertit, il maintient l'attention, il fournit son lot de tension et d'action. Mais il manque d'âme, de cette étincelle créative ou de cette profondeur narrative qui transforme un bon thriller en grand thriller. Il restera probablement dans les mémoires comme un film compétent et oubliable, un divertissement honnête pour une soirée de détente, mais pas comme une œuvre qui marque ou influence le genre. Sa plus grande réussite est peut-être d'avoir su créer une ambiance visuelle et sonore si cohérente qu'elle enveloppe le spectateur pour la durée du film, même si son emprise se dissipe rapidement une fois les lumières allumées. À bien des égards, Chief of Station fonctionne comme une étude de caractère dissimulée sous les atours d'un thriller d'espionnage conventionnel. Le véritable conflit ne se situe pas dans l'affrontement entre services secrets ou dans la course pour empêcher une catastrophe, mais dans la déconstruction méthodique d'une identité masculine construite sur le contrôle et la certitude professionnelle. Ben Malwa, en découvrant que sa femme était une énigme, se voit forcé de reconnaître les limites de sa propre perspicacité, une blessure d'amour-propre aussi profonde que sa douleur émotionnelle. Le film explore ainsi la vulnérabilité d'un homme dont le métier était de démêler le vrai du faux, mais qui s'est aveuglé au mensonge au cœur de son foyer. Cette faille intime, cette brèche dans l'armure du maître espion, donne à sa quête une résonance tragique qui dépasse le simple schéma de vengeance. L'évolution de sa relation avec Christina Kowerski agit comme le contrepoint essentiel à cette déchirure intime. Elle représente un type de vérité radicalement différent, une franchise brutale, dépourvue des fioritures du lien conjugal ou des loyautés institutionnelles corrompues. Leur alliance n'est pas fondée sur une confiance naïve, mais sur une évaluation pragmatique et mutuelle de leurs compétences et de leur utilité réciproque. Dans un monde saturé de tromperies,
Cette transparence transactionnelle devient paradoxalement la forme de relation la plus authentique et la plus fiable. Le film suggère avec subtilité que dans les marges du système, là où les affiliations officielles ont échoué, peut naître une loyauté plus forte, précisément parce qu'elle est choisie et constamment réévaluée, et non imposée par un serment ou une institution. La trahison de John Branca, en revanche, incarne la faillite de ces loyautés institutionnelles et fraternelles traditionnelles. Elle n'est pas présentée comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais comme la conséquence logique et sordide d'un système qui a perdu son cap moral. Branca n'est pas un méchant flamboyant, mais un bureaucrate du crime, un homme dont la corruption est aussi banale qu'elle est totale. Cette banalité du mal est précisément ce qui la rend si inquiétante et si difficile à combattre pour Malois. Comment vaincre un ennemi qui n'est pas une idéologie, mais une simple avidité, et qui se cache derrière les mêmes sigles et les mêmes procédures que vous? L'affrontement entre les deux hommes perd ainsi en grandeur tragique mais gagne en réalisme désenchanté, reflétant un monde où les héros et les traîtres portent souvent le même costume. L'esthétique visuelle du film, volontairement aseptisée et froide, sert de métaphore à cet environnement moral appauvri. L'absence presque totale de couleurs chaudes, la prédominance du béton, du verre et de l'acier, et la lumière crue des néons créent un univers sensoriel inhospitalier. Même les intérieurs supposés être des refuges, appartements, bureaux apparaissent cliniques et temporaires, comme si aucun espace ne pouvait véritablement être investi de chaleur humaine ou de sécurité. Cette direction artistique renforce l'idée que les personnages évoluent dans un écosystème qui leur est hostile, où la recherche d'un abri, physique ou émotionnel, est une quête vaine. La beauté même de Budapest est ainsi filtrée et neutralisée, présentée non comme une ville romantique, mais comme un réseau de lignes de fuite et de pièges potentiels. Les séquences d'action, souvent critiquées pour leur manque de virtuosité, peuvent être relues comme une expression cohérente de cette vision du monde. La violence n'y est pas chorégraphiée mais désordonnée, épuisante et rarement décisive. Malois ne triomphe pas avec élégance, il survit de justesse en utilisant la ruse, l'environnement et une ténacité animale. Ses combats ne célèbrent pas la maîtrise corporelle, mais la volonté de survivre face à un chaos imprévisible. Cette approche réaliste de l'action, en rupture avec les standards du genre, sert le caractère du héros et le ton général du film. Il s'agit de montrer le coût physique et mental de la violence, son caractère sale et épuisant, loin du spectacle glamourisé d'autres franchises. Et la bande-son, composée de nappes électroniques et de basses pulsatives, fonctionne comme le pouls anxiogène du film. Elle ne ponctue pas l'action de crescendos héroïques, mais maintient une tension de fond constante, une inquiétude sourde qui ne disparaît jamais vraiment. Cette musique environnementale crée un état de vigilance permanente chez le spectateur, mimant l'état d'esprit du protagoniste pour qui le danger est toujours latent. Son minimalisme et sa répétitivité contribuent à l'atmosphère de paranoïa et d'isolement, suggérant un monde où même les moments de calme sont empreints de la menace de ce qui pourrait survenir. Elle est l'élément sonore d'un univers où la confiance est impossible et où la seule constante est la menace diffuse. La structure narrative, résolument linéaire, a pour effet de rendre le voyage de Malois implacable et inéluctable. Chaque scène est un pas de plus dans la découverte d'une vérité de plus en plus amère, sans détour ni diversion possible. Cette linéarité peut être interprétée comme une forme de fatalisme. Une fois la première pierre du mensonge retirée, tout l'édifice de sa vie s'effondre de manière prévisible et irrémédiable. Le film ne permet pas à son héros de s'échapper de cette trajectoire, il est condamné à aller jusqu'au bout de sa quête, quelles qu'en soient les conséquences. Cette absence de bifurcation narrative renforce le sentiment de destin tragique et d'enfermement dans un processus qui le dépasse, bien qu'il en ait lui-même déclenché les mécanismes. Les thèmes de la mémoire et de l'identité sont traités avec une intelligence certaine à travers l'utilisation des flashbacks. Ces fragments du passé ne sont pas des souvenirs objectifs, mais des reconstructions subjectives que la révélation présente colore d'une ambiguïté rétroactive. Chaque moment de bonheur partagé avec Farah devient, à la lumière de ses secrets, susceptible d'une double lecture. Le film pose ainsi une question troublante. Si les fondements de nos souvenirs les plus chers sont corrompus, que reste-t-il de notre identité, qui est en partie construite sur ces souvenirs? Malois ne se bat pas seulement pour savoir qui a tué sa femme, mais pour sauver la cohérence de sa propre histoire et la validité de son amour passé. Cette quête mnémonique ajoute une profondeur psychologique considérable à l'intrigue policière. La performance d'Aaron Eckhart trouve ici toute sa pertinence. L'acteur excelle à exprimer cette lutte intime entre la douleur personnelle et la discipline professionnelle. On voit dans son regard la tentative constante de maintenir une distance analytique face au chaos émotionnel qui le submerge. Son corps, à la fois imposant et visiblement marqué par l'âge et l'épreuve, devient le symbole de cette résistance opiniâtre. Eckhart ne joue pas un super-héros, mais un homme ordinaire doté de compétences extraordinaires qu'il doit remobiliser au prix d'un immense effort. Cette humanité fragile,
constamment menacée de se briser, est ce qui rend son personnage émouvant et crédible et constitue le véritable cœur battant du film. Le personnage de Christina, tel que porté par Olga Kurylenko, offre un fascinant miroir à cette vulnérabilité masquée. Si Malwa cache sa douleur derrière une carapace de professionnalisme froid, Christina semble avoir intégré la souffrance et la méfiance dans son mode d'être même. Elle n'a plus d'illusions à perdre, ce qui la rend à la fois plus dangereuse et plus fiable que les personnages encore englués dans les loyautés institutionnelles. Kurylenko transmet avec une grande économie de moyens toute une histoire personnelle de désillusion et de survie, faisant de son personnage bien plus qu'un simple auxiliaire narratif. Elle incarne une forme de sagesse tragique, née de la chute, que Malwa est en train d'acquérir au prix fort. La mise en scène de Jesse V. Johnson, bien que classique, révèle une attention particulière portée à la géographie des lieux et à la physicalité des acteurs. Les plans sont souvent larges au début des scènes, établissant clairement l'environnement, avant de resserrer sur les visages pour capturer les réactions. Ce souci de clarté spatiale évite la confusion dans les scènes d'action et renforce l'impression que les personnages sont toujours situés dans un contexte précis, qu'ils doivent analyser et utiliser. Johnson dirige ses acteurs avec une attention visible à leur présence physique, privilégiant le langage du corps et du regard par rapport au dialogue, ce qui correspond parfaitement au monde d'espions où les mots sont souvent des leurs. Cependant, cette mise en scène compétente manque singulièrement d'audace ou de signature visuelle forte. On cherche en vain des plans qui resteraient gravés dans la mémoire, des séquences dont la construction formelle serait en soi porteuse de sens. Le film est propre, clair, efficace, mais il n'est pas cinématographique au sens le plus exigeant du terme. Il raconte son histoire de manière fonctionnelle, sans jamais utiliser pleinement le potentiel expressif du médium filmique pour approfondir ses thèmes ou amplifier ses émotions. C'est une narration visuelle au service du scénario, et non une œuvre où la forme dialogue de manière créative avec le fond. La résolution du film, sobre et dépouillée, évite soigneusement le triomphalisme. La victoire de Malwa est une victoire à la Pirou. Il a obtenu des réponses, mais ces réponses ont détruit l'image qu'il avait de sa vie et de sa femme. Il a fait justice, mais cette justice ne lui rendra pas ce qu'il a perdu. La fin le montre seul, face à un avenir vide des certitudes qui structuraient autrefois son existence. Cette mélancolie radicale est la conséquence logique du voyage entrepris. On ne peut déterrer la vérité sur un mensonge fondateur sans tout ébranler. Le film a le courage de ses convictions pessimistes et refuse de offrir une échappatoire sentimentale ou une rédemption facile, ce qui en fait, malgré ses défauts, une œuvre étrangement adulte et cohérente dans son propos désenchanté. En comparaison avec le paysage contemporain du thriller d'espionnage, Chief of Station apparaît comme un film anachronique, non par son sujet, mais par son approche. À l'ère des complots tentaculaires et des héros surhumains, il choisit de raconter une histoire intime sur la trahison et le deuil, dans des décors réalistes et avec une violence brute. Il se rapproche plus, dans l'esprit, des thrillers paranoïaques des années 70 que des blockbusters spectaculaires du XXIe siècle. Ce choix lui confère une certaine singularité, mais aussi un décalage avec les attentes actuelles du public, peut-être habitué à une plus grande dose de sophistication technologique et de ramifications géopolitiques complexes. Il est un thriller pour adultes dans un marché souvent dominé par l'adrénaline pure et la surenchère. Et la réception critique mitigée du film s'explique en grande partie par ce décalage. Les critiques déplorant son manque d'originalité et ses clichés semblent parfois juger le film à l'aune de standards qu'il ne cherche pas à atteindre. Chief of Station ne prétend pas réinventer la roue. Il cherche à exécuter de manière solide et crédible une formule éprouvée. Son ambition est limitée, mais dans ses limites, il est largement réussi. Le problème est que dans un genre aussi concurrentiel, la simple compétence ne suffit plus à se distinguer, et le film pâtit de la comparaison avec des œuvres plus ambitieuses, qu'elles réussissent ou échouent dans leur tentative. Pour le spectateur, l'appréciation du film dépendra donc largement de ses attentes. Celui qui cherche un divertissement d'espionnage intelligent, porté par un acteur charismatique, et qui ne craint pas un ton sombre et mélancolique, y trouvera son compte. Celui qui espère des retournements à couper le souffle, une mythologie élaborée ou des scènes d'action d'une inventivité folle, sera déçu. Chief of Station est un film de niche qui assume son statut de produit de genre pour un public spécifique. Il ne vise pas la grandeur, mais l'efficacité, et sur ce terrain, il tient largement ses promesses, offrant une plongée crédible et parfois émouvante dans le monde désillusionné d'un espion en quête de vérité personnelle dans un océan de mensonges professionnels. Finalement, le film laisse une impression ambivalente. D'un côté, on ne peut nier sa tenue technique, la qualité de sa distribution principale et la cohérence de son atmosphère glaciale. De l'autre, on ressent un certain regret face au potentiel inexploité, à la sécurité des choix narratifs et à l'absence de véritable prise de risque artistique. Chief of Station est comme son héros, compétent,
professionnel, mais marqué par une forme de fatigue et de désenchantement qui l'empêche de véritablement s'envoler. Il reste un film honorable, un bon soldat dans l'armée des thrillers d'espionnage, mais pas un général dont on se souviendra pour avoir changé la donne ou marqué l'histoire du genre. L'architecture narrative de Chief of Station repose sur un paradoxe fondamental. L'homme dont le métier était de percer les secrets des autres se révèle totalement aveugle aux mensonges structurant sa propre vie. Cette ironie tragique donne à la quête de Ben Malloy une dimension presque kafkaïenne, où l'enquêteur doit appliquer ses méthodes à l'enquête sur lui-même. Le film devient alors moins un thriller d'action qu'une autopsie d'un mariage et d'une identité professionnelle, menée avec la froide précision d'un rapport de renseignement. Chaque indice découvert concernant les activités de son épouse Farah agit comme une pièce légale dans un procès posthume où l'accusé est la mémoire même du héros. Cette introspection forcée, cette plongée dans les archives compromises de sa vie personnelle, constitue l'âme véritable du récit, bien au-delà des péripéties de la conspiration géopolitique. La ville de Budapest, dans cette optique, n'est pas qu'un décor mais un état mental amplifié. Ses larges boulevards rectilignes et ses ruelles tortueuses matérialisent le cheminement intellectuel de Malloy, partagé entre la recherche d'une ligne claire, logique, et la conscience que la vérité se niche dans les détours et les ombres. La photographie, qui capture souvent la ville sous un angle bas, écrasant les personnages sous le poids des façades historiques, renforce cette idée d'un individu confronté à des structures qui le dépassent. La lumière, qu'elle soit le soleil pâle de l'hiver hongrois ou l'éclairage artificiel des intérieurs, semble toujours venir de côté, créant des ombres longues et des zones d'obscurité persistantes. Cet environnement visuel constamment ambigu est le reflet parfait d'un monde où rien n'est jamais pleinement éclairé, où chaque fait établi porte l'ombre de son contraire possible. La relation avec Christina Kowerski émerge dans ce paysage moral comme un pacte de lucidité. Elle ne propose ni rédemption ni amour romantique, mais une collaboration fondée sur un désenchantement partagé et un pragmatisme sans phare. Leur dialogue est celui de deux techniciens reconnaissant mutuellement leur expertise dans l'art de la survie et de la dissimulation. Cette absence de sentimentalisme est précisément ce qui rend leur connexion si précieuse et si rare dans l'univers du film. C'est une relation dépouillée de tout artifice, où la confiance, si elle existe, est gagnée par l'action et non par la parole. Il représente la possibilité d'une alliance dans les ruines des grands récits idéologiques, une loyauté post-cynique qui accepte la part d'intérêt personnel tout en honorant la parole donnée. À l'inverse, la trahison de John Branca illustre la faillite totale du vieux modèle de la fraternité d'armes. Sa corruption n'est pas motivée par une idéologie pervertie ou une vengeance personnelle, mais par la simple et sordide logique du profit. Il est l'incarnation d'un monde où toute valeur est monétisable, où la camaraderie et le secret d'État sont devenus des commodités comme les autres. Son affrontement avec Malloy est d'autant plus amer qu'il ne s'agit pas d'un duel entre le bien et le mal, mais d'une confrontation entre deux conceptions de la loyauté. L'une, obsolète et personnelle, l'autre, moderne et purement transactionnelle. Le film, en refusant de donner à Branca une grandeur maléfique, pointe avec justesse la banalité glaçante de la trahison dans le capitalisme de renseignement contemporain. L'esthétique sonore participe activement à cette déshumanisation. Les bruits de la ville, les moteurs de voitures, les sirènes lointaines, les pas sur le pavé sont souvent étouffés, comme filtrés par une vitre épaisse. La bande originale, faite de fréquences basses et de grésillements électroniques, évoque moins une musique qu'un paysage sonore de surveillance et de contrôle. Cette atmosphère acoustique crée une sensation d'étouffement et d'isolement, même dans les lieux publics. Le son, dans Chief of Station, ne relie pas les personnages à leur environnement. Au contraire, il les en sépare, soulignant leur aliénation et le fait qu'ils évoluent dans une bulle de paranoïa et de méfiance qui les coupe du monde des vivants ordinaires. Les choix de mise en scène de Jesse V. Johnson, quoique traditionnels, révèlent une attention méticuleuse aux détails procéduraux. Les scènes d'enquête montrent Malloy utilisant des méthodes low-tech, consultation d'archives papier, observation directe, rencontres discrètes. Cette focalisation sur le travail de terrain, loin des écrans holographiques et des cybergadgets, ancre le film dans un réalisme tangible qui renforce son crédit. On voit les personnages attendre, marcher, observer, avec la patience et l'ennui qui font partie du métier réel. Ce rythme volontairement mesuré, entrecoupé de brèves explosions de violence, crée une tension fondée sur l'anticipation et la menace latente plutôt que sur l'adrénaline pure. Le film prend le temps de montrer la lente accumulation des preuves et la reconstruction mentale du puzzle, privilégiant la satisfaction intellectuelle à la surenchère sensorielle. Cependant, cette approche mesurée frôle parfois la lenteur et manque de dynamisme cinématographique. Les transitions entre les scènes sont souvent fonctionnelles, sans recherche de fluidité poétique ou de contraste significatif. La mise en scène, au service de la clarté narrative, se refuse tout effet de style qui pourrait distraire ou ajouter une couche d'interprétation. En cela,
Le film semble hésiter entre le souhait d'être un thriller intelligent et lent, à la John le Carré, et la nécessité commerciale de livrer des séquences d'action conformes aux attentes du genre. Le résultat est un ton parfois inégal, où les moments de réflexion et les scènes de combat semblent appartenir à deux films différents, reliés uniquement par la présence du protagoniste. Le traitement de la mémoire et du passé est l'un des aspects les plus subtils du film. Les flashbacks de la vie avec Farah ne sont pas présentés comme des vérités objectives, mais comme des souvenirs subjectifs, donc nécessairement incomplets et peut-être idéalisés. Le film joue de cette ambiguïté pour maintenir un doute constant. Jusqu'à quel point Malwa se trompait-il sur sa femme? Était-elle une traîtresse, une idéaliste, ou simplement une professionnelle prise dans un engrenage qui la dépassait? En refusant de donner une image définitive de Farah, le film respecte la complexité des êtres et la nature insaisissable de la vérité sur autrui. Cette indétermination fait de la quête de Malwa une entreprise nécessairement incomplète, où la seule certitude acquise est celle de l'opacité fondamentale des personnes, même les plus proches. La performance d'Aaron Eckhart trouve dans cette ambiguïté son terrain de jeu idéal. L'acteur excelle à montrer un homme en train de reconstruire son système de croyances en temps réel, luttant pour maintenir une objectivité professionnelle face à un cataclysme émotionnel. On voit dans ses yeux le va-et-vient constant entre l'analyste froid qui évalue des preuves et le mari éperdu qui cherche désespérément à comprendre. Son physique, à la fois imposant et empreint d'une lassitude palpable, incarne cette tension entre la force et la vulnérabilité. Eckhart ne surjoue jamais, préférant la retenue et la suggestion, ce qui rend ces quelques moments de colère ou de douleur explicite d'autant plus percutants. Il fait de Malwa un héros profondément humain, dont la compétence ne l'immunise pas contre la souffrance, mais lui donne simplement des outils différents pour l'affronter. Olga Kurilenko, en Christina, offre un contrepoint parfait à cette retenue. Son personnage est une femme qui a déjà intégré la douleur et la trahison dans son fonctionnement. Elle n'a plus rien à perdre, ce qui la rend à la fois dangereuse et étrangement libre. Kurilenko joue avec une économie de gestes et une intensité du regard qui suggère tout un monde de blessures et de décisions difficiles derrière chaque réplique. Sa présence apporte au film une énergie froide et magnétique, et sa relation avec Malwa est d'autant plus convaincante qu'elle semble reposer sur une reconnaissance silencieuse de leur mutuelle cicatrice. Elle n'est pas là pour le sauver ou l'aimer, mais pour être son égale dans un monde où l'égalité se mesure à la capacité à survivre et à garder sa parole. La conclusion du film, sobre et résolument antispectaculaire, est peut-être sa plus grande force. Il n'y a pas de grande confrontation finale contre une armée de mercenaires, pas de fuite spectaculaire, pas de discours triomphant. La résolution est personnelle, bureaucratique presque, et ses conséquences sont ambivalentes. Malwa a obtenu des réponses, mais ces réponses ont détruit le récit de sa vie passée. Il a exercé une forme de justice, mais celle-ci ne lui apporte ni paix ni consolation. La dernière image le montre seul, face à un avenir vide des certitudes qui le structuraient, mais peut-être aussi libéré de leurs illusions. C'est une fin d'une grande maturité, qui accepte que certaines blessures ne guérissent pas et que la vérité peut être un cadeau empoisonné. Elle boucle parfaitement le cercle d'une quête qui était, dès le départ, autant une enquête sur un crime qu'une confrontation avec l'impénétrabilité d'autrui et la fragilité de ses propres constructions mentales. En regardant Chief of Station dans son ensemble, on ne peut s'empêcher de penser à un film fantôme des années 70, transplanté dans l'ère contemporaine avec ses codes narratifs mais sans son audace formelle. Il partage avec les thrillers paranoïaques de cette époque une méfiance profonde envers les institutions, un héros solitaire et désillusionné, et un sentiment de dérive morale généralisée. Mais il leur manque l'expérimentation stylistique, la prise de risque politique et la densité philosophique qui les caractérisaient. C'est un film nostalgique d'une certaine idée du cinéma d'espionnage adulte, mais qui n'ose pas en repousser les frontières ou en renouveler le langage. Il est respectable dans ses intentions, solide dans son exécution, mais finalement trop sage, trop respectueux des conventions du genre pour laisser une empreinte durable. Il reste un objet cinématographique honorable, un bon film de genre qui satisfera son public cible sans jamais prétendre être plus que cela, et c'est peut-être dans l'acceptation de cette limite modeste que réside sa plus grande cohérence et, paradoxalement, sa plus grande faiblesse.